J'ai pas le topo le plus sexy du monde, surtout à 9 heures du matin. Mais je pense que quand on parle de maturation du sommeil, il faut comprendre quelques petits éléments. Alors, il y aura beaucoup d'informations. Si vous en retenez une ou deux ou trois, ça sera l'essentiel. Mais pour comprendre tous les troubles du sommeil, en tout cas chez l'enfant, qui ensuite se perpétuent chez l'adulte, savoir que la prévention, c'est quand même un des éléments les plus importants quand on parle de maturation. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les garçons et les filles, entre les adultes et les enfants? Bien sûr, il y a une histoire de poids, il y a une histoire de cotation des hypopnées, il y a une histoire de sommeil paradoxal. Là, on va l'apprendre pendant une petite 20 minutes, en sachant que le sommeil paradoxal, c'est probablement ce qui nous constitue et qui fait l'honneur de notre station sur nos pattes arrière, hein, qui fait que on est, je vais le répéter, avec la possibilité de faire beaucoup de sommeil paradoxal, car nous devons nous construire après la naissance ou à partir de la naissance, alors que des animaux qui naissent avec du sommeil paradoxal qui est en totalité effectué et qui est à 25% du temps de sommeil, ce sont les animaux qui naissent déjà matures. Un éléphant, quand il naît mature. Un enfant, il n'est pas mature. Alors, il y a des histoires d'éveil. Vous savez que les éveils chez les enfants et chez les adultes, c'est pas du tout pareil. Et quand on parle d'apnée du sommeil, le seuil d'éveil chez l'enfant est extrêmement haut situé, ce qui fait que l'apnée du sommeil ne dérange pas l'enfant parce que pour atteindre l'éveil, c'est-à-dire le phénomène pathologique de l'apnée du sommeil, eh bien, il faut s'arrêter longtemps et que ce seuil d'éveil est extrêmement situé haut. Il faut savoir aussi que les troubles du sommeil chez l'enfant ont des conséquences cognitives extrêmement importantes et ça, c'est dépendant bien sûr de la maturation du cerveau. Et on a beaucoup parlé de TDAH. Alors, il ne faut pas parler de TDAH parce que c'est une vraie maladie. C'est un vrai traitement, c'est un vrai diagnostic qu'on a un peu extrapolé. Alors, on l'a extrapolé en parlant de TDAH-like. Et nous, les ORL, on en voit beaucoup chez les enfants qui présentent des otites séromuqueuses ou qui sont en privation de sommeil. Ils sont un peu énervés, ils sont un peu hyperactifs. Et ça s'appelle du TDAH-like. Ce n'est pas du tout une maladie déterminée avec un diagnostic très précis. Et bien sûr, l'enfant a cette particularité, c'est qu'il a des amygdales. Alors c'est pathologique pour lui, mais c'est très bien pour nous car on peut résoudre beaucoup de ces problèmes en faisant une amygdalectomie. Alors je voulais simplement faire un petit rappel sur le sommeil. C'est pas du coma, hein, le sommeil. On s'est rendu compte qu'il y avait trois états d'éveil ou de veille. Il y avait l'éveil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Alors il faut savoir que pendant le sommeil, vous avez deux états de veille qui sont des états de veille très différents. Donc on se rappelle, c'est l'éveil, le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Et on s'est rendu compte depuis Lugaresi que le sommeil était quelque chose d'actif, c'est pas une petite mort, c'est tout le contraire. Et vous verrez que le développement du sommeil paradoxal chez l'enfant fait que l'enfant va se développer de façon particulière ou pas. Alors les critères, bien sûr, on peut pas marcher en dormant, hein, comme certains animaux. La réponse aux stimuli extérieurs est bien sûr diminuée, quasiment on vit dans une gangue, dans une coque. La posture, on est plutôt couché quand on dort. Il vaut mieux qu'il fasse noir, bien sûr, avec la possibilité d'avoir une réversibilité. Alors, sachez que cette réversibilité, elle est immédiate quand on est en stade 1-2 de sommeil. Et ben, elle n'est pas du tout immédiate quand on est en stade 3 et pas du tout quand on est en sommeil paradoxal. Alors j'ai pris la définition du sommeil à l'envers. Alors c'est plutôt la privation de sommeil parce que c'est vraiment l'élément le plus important et le plus marquant quand il s'agit de sommeil. C'est quand il vous en manque, qu'est-ce qui se passe? On augmente le taux de cortisol et vous savez que le sommeil c'est de l'antistress. Donc quand on stresse, on augmente son taux de cortisol, bien sûr. On réduit les capacités immunitaires et on sait que ces enfants qui dorment mal ont souvent des infections bronchopulmonaires ORL de façon fréquente. On n'élimine pas ces toxines et la croissance osseuse, parce que vous savez que la GH, c'est-à-dire l'hormone de croissance, est sécrétée pendant que vous fabriquez des ondes lentes delta. Donc, quand vous ne fabriquez pas d'ondes lentes delta, vous n'avez pas de sommeil profond, donc vous n'avez pas de sécrétion de GH. Et la croissance faciale, l'équilibre, l'harmonie de la croissance dentosquelettique va dépendre aussi, bien sûr, pas simplement de la voie d'admission de l'air, c'est-à-dire nasalo-buccale, mais va dépendre aussi du fait que la sous-oxygénation ou l'adrénaline va empêcher la GH d'avoir son effet. On sait maintenant que cette privation de sommeil va entraîner ce qu'on appelle une
résistance à l'insuline. Alors, c'est jamais un véritable diabète, mais c'est un vrai prédiabète. Et que cette résistance à l'insuline, ça veut dire que pourquoi l'insuline n'a pas l'action au niveau de la paroi des cellules, donc le glucose ne rentrant pas dans les cellules, il se retrouve dans la partie extracellulaire et bien sûr vous avez les effets délétères de l'excès de sucre dans le sang et c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et bien sûr la relation entre leptine, gréline et admission des aliments, c'est-à-dire la faim ou la satiété, et on s'est rendu compte que le sommeil avait une influence extrêmement forte sur la leptine et la gréline, donc responsable de l'obésité. Donc c'est une espèce de cercle vicieux. Alors vous voyez qu'on est rentré dans un monde, dans une espèce de trou. Alors au début c'est un grand trou noir, hein, parce qu'on ne comprend pas tout et que c'est extrêmement large. Et bien voilà. Et donc les troubles de l'humeur pour terminer, bien sûr avec le cognitif, et je porte une importance extrêmement importante au cognitif. Alors, au bout d'une demi-heure, je m'arrêterai parce que sinon, ça peut durer 2 heures, hein, je vous promets. Alors, quelques notions. Alors, il faut savoir que le sommeil chez l'enfant, il est fait d'un sommeil calme. C'est-à-dire, quand vous regardez vos enfants, il est en quasi-immobilité. Le deuxième type de sommeil, c'est le sommeil dit agité, avec présence de mouvements oculaires rapides, avec des mouvements corporels. La respiration s'accélère, c'est quand même bizarre, hein, un sommeil agité, on a l'impression d'être éveillé. Vous allez très vite comprendre ce sommeil agité, ce qui va devenir avec l'évolution chez les enfants. Une atonie musculaire, d'ailleurs ça vous fait déjà, vous pensez bien sûr au rapprochement avec le sommeil paradoxal, et le visage très très expressif, vous savez ce fameux enfant dont la mère dit que il me sourit tellement alors qu'il est complètement en train de dormir, hein, simplement parce qu'il a des mimiques de dégoût, de peur, de tristesse et de joie. Alors il faudrait que je puisse appuyer là-dessus, mais je ne peux pas. Donc, je vais aller à la diapositive suivante. Alors voilà ce fameux sommeil agité chez l'enfant. Vous avez l'impression que l'enfant ne dort pas. Vous avez vu les mouvements de ses yeux. Hein. Et ensuite, vous allez voir l'expression de son visage avec des mouvements au niveau des bras aussi. Donc voilà, vous voyez, l'enfant dort. Hein, là, il est en sommeil agité. Vous avez vu des expressions. Alors ça peut être de la joie, de la tristesse, le bâillement. Là, on est en sommeil agité. D'accord ? C'est le sommeil le plus profond qu'on puisse avoir. Hein. Donc, la troisième attitude, c'est le sommeil, c'est la veille calme. Hein, elle est rare chez les bébés, qui est peu attentif à son environnement. C'est rare. Et puis la veille agitée, ça c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Hein, beaucoup plus que la veille calme. Le bébé est alors peu attentif à son environnement aussi. Mais sont des 4 états que l'enfant peut avoir. Alors l'évolution dans le temps, alors ce schéma, c'est peut-être un des seuls schémas à retenir. C'est ici, vous avez la maturation en âge, ici à ce niveau-là, et vous voyez que quand on est, voilà, quand on est ici, vous voyez qu'on a du sommeil essentiellement indéterminé, et vous avez vu le sommeil agité qui va apparaître, et ce sommeil agité, qu'est-ce qui va devenir ? Le sommeil paradoxal. Et les mouvements oculaires rapides que vous avez vus chez l'enfant avec les expressions, les twitch, c'est vraiment la transformation donc de ce sommeil agité en sommeil paradoxal. Et vous voyez que ce sommeil indéterminé va devenir le stade 1 de sommeil, qui n'est pas du tout un stade de repos, qui est quasiment le stade de l'endormissement. Et ensuite, le sommeil calme dont je vous ai parlé va se transformer donc en sommeil 2-3. J'ai barré le 4 parce qu'il n'y a plus de stade 4 depuis maintenant 3-4 ans. Donc voilà, alors donc vous voyez l'évolution. Ici, on est dans la durée du sommeil. Ici, vous voyez qu'en vieillissant, on a un peu moins besoin de sommeil. En tout cas, on va diminuer son temps de sommeil à 14 heures, à 17 heures en moyenne, de 0 à 3 mois, vers l'âge, j'allais dire, adulte, ou après 64 ans, on n'a pas besoin de sommeil, on n'a pas besoin de 10 heures, 11 heures, 12 heures de sommeil. Et ce sommeil, avec le temps, je sors un peu de l'enfance quand même, simplement pour vous dire que la quantité de sommeil ici, vous voyez, n'évolue pas tellement, parce qu'on dit que quand on est vieux, on va dormir beaucoup moins, c'est complètement faux. La seule chose que vous allez voir, c'est que les phases d'éveil vont un tout petit peu augmenter avec le temps, et vous voyez qu'il y a de l'éveil ici, de l'éveil ici, vous savez, on va se coucher dans la vie comme on est né, on fragmente beaucoup son sommeil, on fait pipi au lit, je sais plaisante, et on a de l'énurésie, et c'est vrai qu'on termine sa vie dans le sommeil de la même manière. Et vous voyez qu'il y a quand même un phénomène qui est extraordinaire, et qui n'est pas du tout pour ceux qui ont une soixantaine d'années, il n'y en a pas beaucoup ici, sauf moi, et ici vous voyez qu'il y a une disparition du stade profond de sommeil, c'est-à-dire du stade récupérateur. Donc on a très peu de stades 3-4 chez le
chez la personne âgée, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles le syndrome d'apnée du sommeil donne un tout petit peu de moins de somnolence chez les personnes âgées, car on détruit très peu le sommeil profond chez le sujet âgé puisqu'il n'existe pas. Alors, ça sert à quoi, en fait, le sommeil? À faire des apprentissages. Vous savez que lorsque vous allez vous coucher, vous allez traiter toutes les informations que vous avez accumulées dans la journée précédente pour les analyser et ensuite avoir une attitude adaptée à ce que vous avez imaginé la veille. Donc, le cerveau a cette faculté, mais il n'a pas que cette faculté-là de traiter les informations. Il a la faculté de fabriquer du synapse, de fabriquer des connexions nouvelles pendant le sommeil. Et c'est essentiellement pendant le sommeil paradoxal que vont se passer ces connexions. Donc la synaptogénèse ne peut se faire qu'à ce moment-là. Alors vous pouvez imaginer que lorsque vous êtes en privation de sommeil, eh bien cette synaptogénèse se fait un peu moins bien et votre plasticité cérébrale est donc un peu moins sportive. Et donc vous avez moins de bons résultats du traitement de l'information de la veille. Vous voyez que tout ça est en rapport avec la mémorisation de ce que vous avez et du processus cognitif de maturation cérébrale. Donc, cette maturation, elle va se passer toute l'existence, mais elle est beaucoup plus forte, bien sûr, chez l'enfant. Alors, la mise en place des architectures, elle commence, bien sûr, avant la naissance. Elle va commencer dans le ventre de sa maman. Et cette organisation circadienne, c'est-à-dire proche de la durée d'une journée, c'est-à-dire circa c'est 24 heures. On vous avait appris hier qu'on avait plutôt tendance à se pousser vers 25 heures lorsqu'on est en libre cours, mais bon, et on a un système de rappel qui vous ramène à 24 heures en permanence. Donc à partir du 6e mois, vous avez des différenciations, on arrive à voir du sommeil agité, du sommeil calme, et d'ailleurs les mamans qui ont eu des enfants savent très bien quand est-ce que l'enfant donne des coups de pied à des agitations, dort et calme. Et près du terme, vous avez quasiment la structure de l'enfant qui va naître avec la répartition entre ce qu'on appelle le sommeil agité et le sommeil calme. On ne parle pas de sommeil lent, on ne parle pas de sommeil paradoxal, sommeil agité, sommeil calme. D'accord? Et donc, ce sommeil agité, ce sommeil calme, il va être soumis au rythme essentiellement de la maman, bien sûr. Et vous voyez que les bébés qui ont tendance à faire leur nuit rapidement est en rapport avec une régularité du sommeil de la maman. C'est-à-dire que le maman va être son Zeitgeber, l'espèce de donneur de temps à son enfant. Et si la mère se structure normalement dans son sommeil, eh bien, vous allez avoir des enfants qui auront une régularité dans leur sommeil, qui seront souvent beaucoup plus calmes. Alors, ce développement, c'est ce qu'on appelle les Zeitgeber. Donc c'est le rythme veille-sommeil qui est induit par la maman, je viens de vous le dire, les rythmes alimentaires que vous allez donner à votre enfant, pas le faire bouffer n'importe quand, n'importe comment, et n'importe comment en quantité et en qualité, et bien sûr les rythmes biologiques. Il faut savoir que la plus grande influence que nous ayons, les hommes sur Terre, c'est l'alternance de la nuit et du jour. D'accord? Vous savez que le cerveau est sensible à la lumière, et comment, alors qu'on est dans une boîte toute noire, les serpents ont une espèce de cellophane sur le vertex, et donc les UV sont directement en rapport avec la glande pinéale qui donne le rythme de la mélatonine. Nous, on n'a pas ça, on est complètement fermé, donc on a un système d'autoroute qui arrive de la rétine, et donc l'information, donc les UV qui arrivent sur la rétine donnent l'information au cerveau à l'intérieur, tout noir, en disant dehors il fait nuit, dehors il fait jour. Donc vous pouvez tromper votre cerveau par le fait même de donner une fausse information à votre rétine. Alors la rétine, ce sont des récepteurs qui ne sont pas ni les cônes ni les bâtonnets, ce sont d'autres récepteurs qui sont spécifiquement destinés à donner l'information sur la présence des UV. C'est ça l'importance des choses. Alors donc on a un petit train. Alors vous avez compris que quand on fait que du sommeil agité, du sommeil calme, et puis dès qu'on grandit, vous voyez que ça y est, on commence à différencier son sommeil. On devient paradoxal, sommeil lent, sommeil profond. On est d'accord. Et puis quand on est beaucoup plus grand, vous voyez le train va s'agrandir au niveau des wagons, va devenir plus puissant, et vous allez avoir surtout le sommeil récupérateur, qui est le sommeil de stade 3, qui va devenir de plus en plus fort. Alors, c'est quoi la maturation? Alors, il y a beaucoup d'items, là, je suis désolé, c'est très compliqué, donc j'ai mis un peu de surgras. Donc, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que l'enfant, la maturation du nouveau-né, il a besoin de 16-17 heures de sommeil, sur 24 heures. Il a ce qu'on appelle un rythme ultradien, c'est-à-dire, c'est celui qui est
au-dessus du cycle circadien, c'est-à-dire que vous avez le cycle ultradien, c'est celui qui est de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Oui, merci. Donc il a un cycle ultradien, donc les parents doivent et c'est ça le plus compliqué parce qu'on est circadien et vous avez un petit bout de chou là qui est ultradien et il faut se plier à son rythme bien sûr. Alors nouveau-né donc s'endort en sommeil agité, alors ça c'est un truc que vous devez connaître parce que c'est une application physiopathologique importante. Quand un adulte se couche et s'endort en sommeil agité, c'est qu'il a une maladie. Il a soit un syndrome dépressif majeur, soit il a ce qu'on appelle une narcolepsie ou une hypersomnie maintenant de type 1 ou 2. C'est-à-dire je m'endors en sommeil paradoxal, je m'endors dans mes rêves, je fais des hallucinations dès que je ferme les yeux. J'ai mon sommeil paradoxal qui est arrivé brutalement. Et on s'en sert dans les échappements au traitement des syndromes dépressifs. Quand vous êtes dépressif, votre sommeil paradoxal arrive très vite, comme ceci. Et lorsque vous avez une adaptation au traitement, eh bien, vous avez un éloignement de votre sommeil paradoxal qui arrive 1 heure et demie après l'endormissement. Et si vous avez un rapprochement sous traitement, c'est que vous avez un échappement au traitement. Donc, ce sont des éléments. Donc, retenez les syndromes essentiellement dépressifs. Et puis, il y a des médicaments qui donnent ça. La privation de sommeil aussi peut donner ça. Mais bon, essentiellement, le syndrome dépressif et le fait d'être naturellement s'endormir en sommeil lent, alors que l'enfant va s'endormir en sommeil agité. Vous avez compris que le sommeil agité, c'était le futur sommeil paradoxal de l'adulte. L'autre, alors on grandit, on a 6 mois, on a 1 an, vous avez vu, on baisse en nombre d'heures de présence dans le sommeil. Il y a la sieste de fin d'après-midi qui va disparaître. Alors vous allez, la philosophie, c'est de dormir la nuit et d'être éveillé le jour. Et ben c'est l'aboutissement de l'équilibre. Donc vous voyez que l'enfant qui a une espèce de fragmentation de son sommeil de la veille va essayer de se régulariser de plus en plus pour éliminer tout ce qui est sieste, c'est-à-dire je fais dodo le jour, ce qui est complètement anormal. On n'a pas à faire dodo le jour. C'est pour ça que la sieste, c'est une discussion très particulière. Donc on n'a pas, parce que sinon on est bouffé. Donc nous sommes des prédateurs et des prédatés. Donc si vous dormez pendant le jour, vous êtes plus repérable. Donc vous allez disparaître de cette surface terrestre. Donc il n'est pas question de dormir pendant la journée. Donc et on dort au moment où on est invisible. Donc on va diminuer le nombre d'heures. On va essayer d'éliminer de plus en plus et on va structurer son sommeil. Alors dès l'âge de 1 an, vous avez du sommeil léger, notamment du stade 2 qui apparaît. Ceux qui font de l'enregistrement en électroencéphalographie le voient bien apparaître. Le sommeil lent profond avec les grandes vagues, les grandes ondes delta vont apparaître aussi à ce moment-là. Et vous avez donc l'arrivée de ces ondes delta fait que vous avez une stabilité du sommeil qui est mise en place. Alors on va continuer, on baisse encore son nombre d'heures, on va voir les siestes disparaître. Alors sachez que les siestes de l'après-midi vont rester, mais c'est la sieste du matin qui va essentiellement disparaître. Et ce qui va se passer, c'est que les rythmes qui étaient très fragmentés, va devenir de moins en moins fragmentés. Et vous allez retrouver, dès l'âge de 1 an, 2 ans, des rythmes de l'adulte. C'est-à-dire vous allez avoir un rythme de entre 90 minutes et 120 minutes. Sachez que le rythme du sommeil, c'est entre 90 et 120 minutes, grosso modo la nuit, mais sachez que c'est le jour aussi. Parce que si vous hypnotisez, pas auto-analysez, j'en sais rien, vous savez, vous vous rendez compte que vous allez voir que ce rythme existe aussi dans la journée. Vous allez avoir des petits coups de pompe toutes les heures et demie si vous avez et vous avez le nez qui va se boucher un tout petit peu et vous allez avoir cette espèce de rythme qui va être un peu plus fluide et plus léger dans la journée si vous observez bien. Alors l'adolescent, alors ça c'est vraiment le grand passage difficile. Moi je trouve que l'adolescence a été le pire souvenir de ma vie. Il faut faire du sexe, il faut faire du social, il faut faire du parental, il faut faire de l'intellectuel, il faut apprendre. On est moche, on a des boutons, c'est pas chouette et en plus le sommeil est pas terrible quoi. Alors donc vous avez baissé le nombre d'heures de sommeil, bien sûr, et puis vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle un retard de phase, c'est-à-dire que l'adolescent, va voir apparaître des difficultés à l'endormissement. Et donc, il ne faut pas lui foutre des branlées parce qu'il ne s'endort pas. Simplement, il est rentré dans un stade où, naturellement, il va avoir un retard de phase, c'est-à-dire il va avoir tendance à retarder son endormissement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va vouloir retarder son éveil, bien sûr. Or, qu'est-ce qui se passe ? Lycée, lever, 7 heures,
ben, je me retrouve en privation de sommeil et on se retrouve au lycée avec les cours de maths à 8 heures, parce que le prof de maths et le prof de français, c'est les gens les plus influents du lycée, en règle générale. Donc, ils disent entre 8 heures et 10 heures, mes élèves, ils sont tranquilles, ils sont nickel, c'est vrai, ils dorment. Donc, et on met un peu de sport à partir de 10 heures l'après-midi, au moment, 10 heures du matin, voilà, au moment où ils s'éveillent normalement, où le cerveau s'éveille, où la synaptogénèse est maximale, et à ce moment-là, on leur fait faire du sport au lieu de faire de l'apprentissage. Donc c'est comme ça, mais un jour ça changera peut-être. Mais c'est dû au fait que, justement, ce retard de phase. Alors tout le monde ne l'a pas, hein, mais souvent, l'adolescent a plutôt cette tendance-là, et il va avoir ce qu'on appelle un jet lag social, c'est-à-dire qu'en fait, il va se mettre en privation de sommeil pendant la journée, et dans la semaine, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans les week-ends, ben, on lâche prise, et on va se lever à 1 heure, 2 heures de l'après-midi, le poulet est cuit, il est chauffé, les frites ont trop cuites, tout le monde hurle dans la maison, il est toujours en train de dormir, avec les couilles à l'air, ça sent mauvais dans sa chambre. Comment? Et ça sent le vécu. Et donc il va arriver à table avec les cheveux en hirsute complet, et il est dans un stade normal de son évolution. C'est pas du tout un garçon anormal. Donc pourquoi? Parce que en fait, à cette adolescence, on a une baisse de la sensibilité à la lumière du jour. Donc c'est quand même, on vit la nuit, le jour, parce qu'on a une baisse de la sensibilité. Donc on a un retard de phase aussi dû à la sécrétion de la mélatonine et une baisse tardive de la température corporelle. Vous savez que pour s'endormir, ben, il faut baisser sa température corporelle. Si vous n'avez pas ce demi-degré de baisse au niveau du tronc cérébral, vous vous endormez pas. C'est pour ça que vous avez un climatiseur dans le nez pour échanger les frigories et les calories pour que le cerveau se mette à diminuer en température. C'est pour ça que dans les pays chauds, on dort pas bien. Même les gens qui y sont nés, hein, et sont obligés de voir, comme ils ont une privation de sommeil nocturne, de rattraper souvent dans la journée ce qu'ils n'ont pas fait la nuit. Allongement, je parle du sommeil. L'allongement de la période intrinsèque de l'horloge circadienne. En résumé, revenez à la concentration. Il y a une horloge qui est dans votre cerveau et qui est génétiquement déterminée et qui va donner toutes les informations, et vous allez ressembler à vos parents. Et puis, il y a une autre chose, c'est que vous avez une coupelle là qui se remplit pendant la journée et qui se vide pendant la nuit. Et hein, c'est ce qu'on appelle le système homéostasique, c'est-à-dire pour dormir, il faut avoir été éveillé. C'est-à-dire que éveillé, vous avez fabriqué votre substance et vous la consommez pendant la nuit. Donc si vous n'êtes pas resté éveillé dans la journée, et là vous allez avoir l'application de tous les problèmes de gens qui dorment dans la journée, c'est-à-dire qu'ils consomment, ils reconsomment de la substance qui aurait dû servir la nuit à les faire dormir. D'accord? Ça c'est le système capacitif, j'allais dire, et ça c'est le système ce qu'on appelle homéostasique. Or, chez l'enfant, adolescent, c'est le système circadien, en fait, je dirais, le système un peu nerveux, l'électricité, l'espèce de pile que vous a donné vos parents, et ça, c'est génétiquement déterminé. Vous n'y pouvez rien. Vous êtes court, long dormeur, retard de phase, etc. Ça, c'est vraiment génétiquement déterminé. On ne pourra jamais le changer. Voilà, grosso modo, comment se fait un peu la maturation. Alors, l'application dans la vie de tous les jours, ben, quand on enregistre les enfants, vous connaissez par cœur les hypnogrammes. Alors voilà, on est entre 2 et 5 ans. Oui, je vais m'arrêter bientôt, mais je peux aller. Voilà, voilà un hypnogramme. Alors donc, je fais que répéter ça. Hein. Vous voyez qu'il y a énormément de cycles chez les enfants de 2 à 5 ans, ce qui n'est pas le cas un peu plus tard, où les cycles se raréfient entre 6 et 12 ans, et que l'enfant s'endort sans l'intervention de ses parents quand tout va bien. Et ça, c'est vraiment une chose extrêmement importante. Donc, je voulais faire quand même un aparté sur quand même le sommeil paradoxal, parce que c'est quand même assez génial, parce que le sommeil paradoxal, qui fait quasiment partie de plus de 50% des nuits de l'enfant, va devenir chez nous à entre 20 et 25% à peu près. Alors, ce sommeil paradoxal, je réinsiste, hein, il est extrêmement important. Il modifie de façon permanente la structure des capacités cérébrales. Il va surtout allumer ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire que vous voyez que l'enfant ici a la même expression de sa mère. Ça, c'est de l'effet miroir des neurones. Et on va voir l'apprentissage de nos mimiques, hein, en fonction de ce que votre maman vous aura appris en règle générale. Donc, ce sommeil paradoxal. Et je voulais faire aussi une aparté là-dessus. Sachez que quand vous êtes en privation de sommeil, que vous avez perdu du sommeil lent profond, il faut, pendant 10 ans, la première nuit où vous récupérez 80% de cette perte.
La deuxième nuit, les autres 20%. Donc en 2 nuits, vous avez quasiment tout récupéré parce qu'on est capable de fabriquer une concentration supérieure d'onde delta. C'est pas le cas dans le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, vous devez rattraper très exactement le temps que vous avez perdu. Si vous n'avez pas fait de sommeil paradoxal pendant 3 nuits, vous êtes obligé, la nuit de rattrapage, de faire au moins la moitié de la nuit, sinon les 3 quarts de la nuit en sommeil paradoxal. On ne peut pas perdre de sommeil paradoxal, c'est impossible. Et on ne peut pas aller contre la privation de sommeil du sommeil paradoxal, c'est ce qui va être rattrapé temps à temps. Tandis que le sommeil lent va être rattrapé en qualité et non en quantité, comme le reste. Donc je reviens sur les siestes. Sachez que vers l'âge de 6 ans, la sieste de l'après-midi doit disparaître. Moyenne maternelle, grande maternelle, il continue à faire un peu la sieste. Donc il n'est pas complètement anormal de faire la sieste à ce moment-là. Donc ça, un petit schéma pour vous montrer qu'il y avait quand même donc la fragmentation de ce sommeil le jour, hein, ici avec les siestes et les dodos, et ensuite un topo. Ça c'est des diapositives qui sont un peu redondantes, mais simplement pour rappeler l'émergence des stades 1-2 à partir de 1-3 mois, il n'arrive pas avant, et que le sommeil paradoxal, aux environs de 3 ans, va prendre la même structure que le sommeil paradoxal de l'adulte. Alors voilà quelques éléments. Pour ceux qui font de l'EEG, il faut savoir que yeux ouverts, yeux fermés, on développe ce qu'on appelle de l'alpha ici. L'alpha, c'est yeux fermés, je ne dors pas. Ensuite, il y a une autre caractéristique, alors il faut se méfier, sont les fameuses ondes pointues, j'allais dire, qui peuvent donner le change à des l'épilepsie. En fait, il s'agit des points de vertex qui sont assez caractéristiques chez l'enfant, il y en a beaucoup. Savoir que ces points de vertex, vous voyez, c'est l'effet que ça a, donc il faut se méfier quand même de ne pas passer au travers de phénomènes électriques critiques. Voilà les spindles qui sont proportionnels souvent au développement cérébral. Il y en a beaucoup. Par exemple, si vous faites de l'EEG chez les déprimés, il y en a qui sont antidépresseurs, il y a beaucoup de spindles. Ça peut quelquefois vous transformer. Alors là, vous êtes dans le fameux sommeil chez les enfants. On voit beaucoup ça, cette espèce d'onde lente, là, cette espèce de grande vague, c'est du delta, c'est fabuleux. On aimerait tant en faire après 60 ans. Et puis surtout, ici, au sommeil paradoxal, vous voyez qu'il y a une opposition de phase au niveau de l'électro-oculogramme. Et quand vous avez une opposition de phase ici, ça veut dire que vous avez des mouvements oculaires rapides avec des ondes en dents de scie qui sont assez caractéristiques. Voilà. Alors le scoring, le scoring, il se fait pas de la même manière. C'est pas la peine d'apprendre par cœur ça, parce que je suis pas kiffé de l'EEG chez l'enfant. Mais sachez que c'est pas du tout la même chose. Faire de l'EEG chez l'enfant, c'est un peu particulier. Il faut faire attention, surtout si vous faites de l'enfant syndromique, de pas passer à côté, non simplement des narcolepsies, des endormissements en sommeil paradoxal, et surtout la deuxième chose, d'avoir des épilepsies. Et par exemple, chez les Prader-Willi, il y a énormément d'éléments épileptiques qui peuvent apparaître lorsqu'on fait des enregistrements de Prader-Willi, ce qui peut nous arriver. Alors, c'est quoi le take-home message? Avoir à l'esprit les différentes étapes de maturation. Et quand vous avez compris ces éléments, vous avez compris les difficultés que vous pouvez avoir à faire des diagnostics chez le jeune enfant. À la naissance, je répète, on est en sommeil agité. Et c'est notre évolution qui fait ça. Je reviens sur l'éléphant qui naît, qui voit la première UV de sa vie. Il se met sur ses 4 pattes et il se comporte exactement comme sa maman. Il a son sommeil paradoxal à 25%. Alors que nous avons un sommeil paradoxal à plus de 50% à ce moment-là. Donc à quoi ça sert le sommeil lent? Croissance et maturation corporelle. Ça, pour nous, les ORS, c'est extrêmement important parce que le taux de sommeil à ondes lentes va être proportionnel à l'exercice physique aussi. Donc, faire de l'exercice physique, faire du repos, va participer à la maturation, à la croissance, c'est évident. Le sommeil paradoxal, je répète, la maturation dont je vous ai parlé, voilà, jusqu'au début. Il faut savoir que au niveau de la mémoire, il y a une mémoire immédiate et à tempérament, j'allais dire, et que ces circuits de compétences sont extrêmement dépendants du sommeil paradoxal. C'est pas merci. Je voulais simplement dire une chose pour les mamans qui sont là, maintenant pour les papas, parce que je vois que les papas maintenant en consultation accompagnent plus leurs enfants que les mamans qui sont au travail. Alors la plupart des nourrissons font leur nuit entre 3 et 6 mois, apprenez-le. Donc, faire ces nuits, ça dépend de 2 paramètres, de la maturation cérébrale de votre enfant. Il faut savoir, je répète, que l'enfant va avoir des cycles de 3h30. Donc, l'emmerdez pas de 1 à 3 à 6 mois. Il est normal qu'il se réveille toutes les 3 heures. Mais ce cycle, avec le temps, va devenir de plus en plus fort et ce cycle va devenir de 7 heures jusqu'à arriver au cycle des parents aux environs de 6 mois. Et il faut savoir que l'enfant va donc se réveiller toutes les heures et demie, et puis il va ouvrir les yeux, il va se dire qu'est-ce que je fais, j'emmerde mes parents ou je me rendors.
Alors, je me rendors, c'est-à-dire que je suis capable d'un auto-apaisement, et ça s'apprend, ou je vais emmerder mes parents, je vais gueuler. D'accord? Donc, en fait, en règle générale, les enfants qui viennent vous embêter, c'est de votre faute, mesdames et messieurs. C'est parce que vous les avez câlinés, vous les avez touchés, vous les avez sécurisés dans la nuit, vous leur avez donné à manger. Et c'est ce qui va faire le lit de l'insomnie. Et c'est pour ça que, bon, je parle à mes parents de temps en temps en leur demandant pourquoi je suis insomniaque, c'est probablement à cause d'eux. Ben, c'est exactement pareil au niveau de la croissance faciale. Quand vous avez loupé le diagnostic enfant, c'est l'adulte qui les porte, comme quoi on porte toujours le fardeau de ses aïeux. Merci.